Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle webconférence de l'Union patronale sur le sujet important, ce que le Covid-19 a changé pour les cédants et les repreneurs. Donc je remercie déjà Marc Chamorel, directeur de la rédaction de Reprendre et Transmettre Magazine, d'avoir inscrit Toulon comme ville-étape dans le cadre des rencontres de France de la transmission d'entreprise. Le contexte sanitaire du deuxième confinement nous a obligés de faire une webconférence, mais je pense qu'il était important de ne pas annuler cette rencontre. Marc Chamorel a réussi à avoir une équipe d'experts autour de lui et je l'en remercie beaucoup. Donc nous allons recevoir Sarah Drey du cabinet Imavocat, Florence Estienne, Sumatra Patrimoine, Philippe Morin, cabinet Imavocat, Thomas Ribou du groupe FGD, Jean Dumartin du Crédit Agricole du Centre d'affaires de Toulon, Jean Dumartin, bien sûr, et Patrick Levillain de Partenaires Plus. Chacun se présentera lors de leur prise de parole. Et j'ai une pensée également pour Fabienne Arras du cabinet Eurolia Finance, qui est absente aujourd'hui et qui est souffrante. Donc, avant de passer la parole quand même à Marc Chamorel, je voudrais quand même faire un point sur la situation actuelle en tant que présidente de la CPME du Var et en tant que présidente adjointe de l'UPV. Car nous sommes rentrés le 30 octobre dernier dans une deuxième phase de confinement général, avec bien sûr quelques variantes par rapport au premier confinement, en espérant que les mesures ne se durcissent pas. Et nous sommes très inquiets du choc très fort au niveau économique que ce confinement va produire. En cette période, nous tenons aussi à rappeler qu'il est primordial de rester unis et solidaires et je me permets de rajouter d'éviter de se diviser. Je ne reviendrai pas sur le sentiment d'injustice très fort chez les entrepreneurs aujourd'hui, ni sur les distorsions de concurrence que nous constatons. Je rappellerai juste que les contaminations ont lieu principalement dans la sphère privée et que ce sont les entreprises et les salariés qui sont pénalisés. Nos entreprises ont su s'adapter et faire respecter les règles sanitaires pour nos salariés et nos clients. Des actions sont en cours pour justement la réouverture des commerces à partir du 15 novembre. Nous laissons, je ne voudrais pas qu'on laisse le champ libre aux géants internationaux de la vente à distance, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est eux les gagnants de cette crise, et ce qui sera dramatique pour nos commerces et nos entreprises aussi. Donc l'Union patronale du Var et la CPME et le MEDEF du Var sont plus que jamais mobilisés. Donc ils seront là pour vous accompagner des entreprises, aider les entreprises dans les difficultés, dans les démarches qu'ils ont à faire, à promouvoir le principe de réouverture rapide des commerces de proximité. Nous faisons le nécessaire au niveau national avec le MEDEF et la CPME pour que les choses changent. Et d'un point de vue opérationnel, la cellule crise Covid-19 de l'UPV est bien sûr maintenue. Vous pouvez également trouver toutes les informations nécessaires pour la mise en place de ce nouveau confinement et sur les dispositifs d'aide sur www.upv.org et suivre bien sûr l'actualité sur les réseaux sociaux. L'Union patronale du Var, la CPME du Var et le MEDEF restent bien sûr les porte-parole des propositions que les entreprises pourront nous faire et que nous porterons au plan national pour alerter sur la situation économique et dramatique qu'engendre cette situation. Je rajouterai que faute de vaccins disponibles à court terme, que ferons-nous si dans les prochains mois, une troisième ou quatrième vague de propagation du Covid-19 survient? Que devrons-nous faire? Devons-nous fermer? Revivrons-nous une nouvelle fois sans fin ce jour? Nous, je ne pense pas que nous serons capables d'assumer ces fermetures successives. Le président de la République a dit nous devons apprendre à vivre avec le virus. J'ajouterai que nous devons aussi apprendre à commercer et à travailler avec le virus dès aujourd'hui. Voilà, je passerai la parole à Marc Chamorel
N'hésitez pas à poser vos questions via le chat et je vous remercie pour votre présence et vos futures questions pour ce beau webinaire sur les cédants et repreneurs. Et c'est aujourd'hui un grand et vaste sujet. Merci. Merci beaucoup à Véronique Morel. Je suis Marc Chamorel, directeur de la rédaction du magazine Reprendre et Transmettre. Je suis ravi évidemment de me retrouver, si je puis dire, depuis Paris, mais de me retrouver pour ce webinaire à Toulon aujourd'hui, puisque nous organisons d'une année sur l'autre une quarantaine de réunions de cette nature à travers toute la France. Et bien entendu, il nous a paru plus important que jamais cette année de continuer à faire passer des messages utiles en direction des cédants et des repreneurs, en dépit de l'adversité, en dépit de ce contexte compliqué, ou je dirais à cause de ce contexte compliqué, cédants et repreneurs se posent aujourd'hui évidemment 1001 questions sur la façon dont en tout cas dans ce deuxième confinement, va impacter ce petit écosystème, mais si important, de la transmission reprise d'entreprise. Avant d'en venir, bien sûr, au sujet d'aujourd'hui et avant de donner la parole à nos experts qui vont qui vont donner des conseils à nos cédants, à nos repreneurs pour savoir un petit peu comment tirer parti de ce ralentissement, comment tirer parti de ces quelques mois à nouveau de vie au ralenti. On va voir qu'il y a matière à mettre à profit finalement ces quelques mois, que l'on soit cédant ou repreneur. Avant d'en arriver à tout cela, je voudrais dire quelques mots également à la fois de remerciements, mais pour présenter deux réseaux d'accompagnement qui continuent, hein, malgré le contexte d'aujourd'hui, qui continuent à jouer leur rôle. Ces deux réseaux d'accompagnement, c'est le CERA et le réseau Entreprendre, CERA Toulon, et le réseau Entreprendre Var, qui sont partenaires de notre conférence de ce matin. Donc, un mot sur le CERA Toulon, puisque tout le monde ne peut pas évidemment prendre la parole. On est assez contraint au niveau des caméras avec le webinaire. Je voudrais donc dire quelques mots du CERA Toulon, qui est animé par un duo de choc, Georges Saal, que je salue, et Jeff Reyna. Voilà, deux délégués de cette belle association qui existe depuis plus de 30 ans et dont la principale mission est de faciliter la mise en relation entre des cédants et des repreneurs. Je sais que Georges Saal et son équipe accompagnent chaque année un certain nombre de cédants et de repreneurs. Et je sais que le rôle de ces délégués est extrêmement important aux côtés des futurs cédants et des repreneurs. Donc, voilà, le CERA est animé par des bénévoles, hein, ce sont bien souvent d'anciens chefs d'entreprise ou bien des experts, d'anciens experts comptables, d'anciens avocats d'affaires, d'anciens banquiers qui connaissent donc tous parfaitement l'écosystème de la transmission d'entreprise. Donc, ayez le réflexe, ça c'est le message en direction des futurs cédants et repreneurs, ayez le réflexe de pousser la porte de ce réseau d'accompagnement. Il y en a un deuxième qui joue également un rôle important aujourd'hui, davantage là aux côtés des repreneurs. C'est le réseau Entreprendre, et en l'occurrence, le réseau Entreprendre Var, animé par Christophe Bourreau. Je sais qu'il nous regarde, donc je lui fais un petit salut amical. Le réseau Entreprendre qui, chaque année, permet
à des porteurs de projets, à des repreneurs, eh bien de bénéficier à la fois de prêts d'honneur, de prêts à taux zéro, c'est extrêmement important pour boucler son montage de reprise, et il bénéficie également, ces lauréats, ces lauréats qui sont agréés par un comité d'engagement. Ces lauréats du réseau Entreprendre bénéficient aussi d'un accompagnement, c'est très important, d'un accompagnement de chefs d'entreprise en exercice pendant les 2 ans qui suivent l'acquisition de la reprise de leur entreprise. Voilà. Donc, je signale par ailleurs, je crois que malheureusement, nous ne pourrons pas techniquement lui donner la parole, mais je me ferai l'écho quand on abordera la question de la reprise d'entreprises en difficulté, qui est un sujet évidemment qui est déjà d'actualité et qui le deviendra encore un petit peu plus en 2021. Je signale que le réseau Entreprendre Var vient d'accompagner la reprise d'une entreprise en difficulté. Julien Lenire, donc lauréat, récent lauréat du réseau Entreprendre, vient de signer il y a quelques jours la reprise d'une menuiserie à la barre du tribunal, à Cuers, je crois. Voilà, il ne pourra pas, malheureusement, il ne pourra pas s'exprimer, mais tout à l'heure, je me ferai l'écho de son histoire parce qu'elle est, je crois, symbolique des opportunités qu'il est possible aujourd'hui de saisir quand on est en tout cas, un repreneur personne physique. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, voilà, voilà 2 réseaux d'accompagnement qui continuent, malgré les confinements successifs, qui, j'ai envie de dire, sont plus que jamais aux côtés des cédants et des repreneurs. Voilà. S'agissant des intervenants, Véronique Morel a présenté rapidement chacun. Je ne vais pas revenir là-dessus. Bien sûr, chacun pourra s'exprimer, faire passer des messages pendant notre heure ou heure et quart de webinaire. Je voudrais simplement rectifier une petite erreur. Ce n'est pas Monsieur Dumartin qui malheureusement est souffrant depuis quelque temps, mais c'est Claire Sary, voilà, que vous pouvez apercevoir en vignette. Claire Sary, qui est la directrice de l'agence de Toulon du Crédit Agricole, donc Provence-Côte d'Azur, qui, au pied levé, je l'ai eu hier au téléphone, et qui a eu la gentillesse de libérer son agenda pour pouvoir être à nos côtés ce matin et faire passer des messages, bien entendu, sur les conditions de financement, sur les modalités de financement qui attendent les futurs repreneurs, parce que je sais qu'ils se posent évidemment beaucoup de questions sur le fait que les prêteurs continuent à prêter, à quel taux, etc., etc. Alors, pour vous donner un petit peu un avant-goût, on va dérouler évidemment un certain nombre, on va essayer de répondre à un certain nombre de questions, en repoussant à plus tard les perspectives du rebond. Quel impact ce deuxième confinement va-t-il avoir sur la transmission reprise? C'est évidemment la question centrale qui est dans toutes les têtes aujourd'hui. Les cédants, sur fond de valorisation à la baisse, vont-ils disparaître? Les acquéreurs vont-ils chercher à gagner du temps? De quels outils d'ajustement du prix disposeront-ils? Quels sont les nouveaux points de vigilance dans l'analyse des cibles? Quid bien sûr du financement des repreneurs? Les banques vont-elles exiger le remboursement du prêt garanti par l'État, du fameux PGE? Enfin,
la reprise d'entreprises en difficulté va-t-elle se généraliser en 2021? Voilà un certain nombre de questions auxquelles nos experts vont bien entendu apporter des réponses tout au long de cette matinée. Alors, pour lancer le débat, en effet, suite, ça fait une semaine qu'on est dans ce deuxième confinement, les négociations en cours, hein, première question, les négociations en cours dont on avait vu qu'elles s'étaient évidemment un petit peu figées lors du premier confinement. Ces négociations vont-elles à nouveau se figer ou vont-elles continuer s'agissant d'un confinement plus light quand même et qui ne stoppe pas complètement l'activité comme c'était le cas la première fois. Alors, l'idée, c'est que chacun, vous puissiez en effet faire passer déjà quelques commentaires les uns à la suite des autres pour que chacun puisse déjà s'exprimer une première fois. Et puis, ensuite, nous essaierons de cerner plus précisément les choses en voyant les conséquences dans un premier temps pour les futurs cédants. Hein, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Est-ce qu'ils vont repousser leur projet de cession? On sait bien que certains seront dans l'obligation de céder en dépit du contexte. Et puis, dans un deuxième temps, on essaiera de braquer la caméra du côté des acquéreurs pour revenir sur leur comportement, hein, et en tout cas leur comportement prévisible sur les mois qui viennent. Alors, je vais peut-être donner la parole à mon ami Patrick Levillain pour commencer, parce que je sais qu'il a été l'une des chevilles ouvrières de cette réunion de ce matin et je voudrais l'en remercier tout particulièrement. Patrick, c'est l'animateur d'un cabinet de rapprochement qui s'appelle Partners Plus. Voilà, et qui intervient, on va dire, sur tout le Grand Sud. Ça fait une trentaine d'années que je le connais. C'est un vrai professionnel du rapprochement d'entreprises. Alors, Patrick, prenons un petit peu le pouls, hein, le pouls du marché aujourd'hui tel que les uns et les autres, vous pouvez le décrypter. Est-ce que ce deuxième confinement va faire disparaître les cédants, mon cher Patrick? D'abord, bonjour à tous et j'espère que vous m'entendez. On t'entend. Bon, d'accord, parce qu'on a eu quelques petits soucis. Juste une précision, je ne suis pas trop spécialiste en fait du sud de PACA, mais je travaille un peu sur toute la France puisque je suis très spécialisé dans le domaine industriel. Et donc, mes clients se trouvent dans les Ardennes, à Paris, actuellement, à Nantes, etc. C'est une petite précision. Et puis, je voulais saluer Fabienne Henras, qui est ma chère consoeur de la région, qui elle est plus locale que moi, et qui malheureusement, effectivement, est souffrante actuellement, mais elle doit nous regarder, donc je la salue. On la salue, Fabienne Henras, cabinet Euralia Finance, qui est une des intervenantes phares sur, en tout cas, toute la région PACA. Et très active avec l'IRCE. Très active, exactement. Donc, elle s'implique beaucoup. Et on lui souhaite un prompt rétablissement parce que Fabienne est partenaire et elle est sur toutes les estrades de nos réunions en région PACA. Et donc, on a une grosse pensée pour elle ce matin. Alors, pour répondre à ta question, d'abord, d'après FUSAC, il y a quand même 30% de moins d'offres de cession d'entreprise. Donc, ça prouve quand même que les cédants aujourd'hui, eh ben, ils sont un peu réticents à mettre leur affaire sur le marché. Parce qu'ils savent très bien que, bon, hier, j'ai eu une conversation, d'ailleurs, ce monsieur ne peut pas nous suivre, mais je l'avais invité à la conférence, qui m'appelle, qui me dit, Patrick, si tu trouves des opportunités, moi j'ai du cash, donc je rachète des entreprises. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a deux tendances. Il
les cédants qui ont un peu peur de se mettre sur le marché à ce jour parce qu'il n'y a pas on n'a pas de prévisionnel. Qui peut dire ce que, comme disait Véronique Morel, quelle sera la situation dans 6 mois, on ne peut pas le savoir, et encore moins dans 1 an. Et d'autre part, il y a des acheteurs, par contre, qui sont à l'affût de bonnes affaires, et donc il y a peut-être des opportunités qui vont se présenter. Je rappelle quand même que le gouvernement a lancé un plan de relance qui a pour but de regrouper des entreprises, et c'est peut-être la bonne occasion, effectivement, d'essayer d'augmenter le nombre d'ETI, comme on dit, ou de grosses PME, parce que le problème du marché français, c'est quand même qu'il y a beaucoup de petites PME, et surtout dans la région, qui sont très sensibles aux aléas de la conjoncture. Alors, je voudrais qu'on entende, puisqu'on a la chance quand même d'avoir 2 femmes à cette tribune, on va évidemment les mettre tout de suite à contribution. Je me suis permis de donner la parole en premier à Patrick, parce qu'en effet, il avait joué un rôle moteur pour notre réunion de ce matin, donc je trouvais que c'était sympa de lui renvoyer l'ascenseur de cette façon. Je voudrais maintenant qu'on entende bien sûr Florence Estienne et puis ensuite Claire Sary. Florence, vous êtes vous à la tête d'un cabinet qui est spécialisé dans le conseil patrimonial, comme on dit, donc vous abordez les problématiques juridiques, fiscales, patrimoniales, pour le compte de dirigeants qui envisagent, qui réfléchissent en tout cas à la transmission de leur patrimoine professionnel. Et en préparant cette réunion, vous disiez quelque chose de très juste, c'est que aujourd'hui, la situation, et il faut quand même peut-être commencer par dire ça, la situation, elle est extrêmement contrastée en fonction de secteurs d'activité qui sont touchés, impactés très différemment, puisqu'on a des secteurs qui passent à travers les gouttes, j'ai même envie de dire, qui surfent aujourd'hui sur cette crise sanitaire. Et puis à côté de ça, on a des secteurs qui sont quasiment devenus, je dirais pas infréquentables, mais en tout cas sur lesquels l'activité est quasiment à l'arrêt. Et donc, on imagine que ce ne sont pas des secteurs qui peuvent aujourd'hui réfléchir en tout cas, dont les dirigeants ne peuvent pas réfléchir à la cession de leur affaire. Bonjour à tous. Alors d'abord, juste une toute petite remarque, on est 3 femmes, on n'est pas que 2, puisqu'il y a Claire qui nous a rejoint. Voilà, exactement, j'en avais, oh là là. On est, alors, autant pour moi, on est à la parité. On est à la parité. On est à la parité, ça n'arrive pas si souvent, et donc merci de l'avoir souligné. Florence. Et ça aurait été, alors si Fabienne avait été là, alors là. On vous a fait cette délicatesse ce matin, du coup, de n'être qu'à la parité. Bonjour à tous, enchantée d'être présente pendant cette table ronde. Effectivement, quand on a fait cette réunion préparatoire, je disais que de mon côté, j'avais vu beaucoup de contrastes dans les différents chefs d'entreprise que je peux accompagner, qui sont eux-mêmes sur des secteurs d'activité qui sont très distincts des uns des autres. Les secteurs de l'agroalimentaire ont une augmentation importante de leur chiffre d'affaires pendant la période du premier confinement, qui s'est un peu normalisée suite au déconfinement d'ailleurs. Et puis, on a d'autres entreprises, et je pense particulièrement au secteur de l'événementiel, qui sont profondément touchés par cette crise. Ils le sont d'autant qu'ils n'ont pas particulièrement de perspective de reprise du marché en l'état. Et donc, l'exercice de style qui leur est demandé aujourd'hui est un exercice d'agilité où ils vont devoir penser à se réinventer, quelle que soit l'issue de cette crise qui ne prend pas la forme d'une parenthèse qui pourrait se refermer, du moins au regard de ce qu'on peut observer depuis quelques mois maintenant. Moi, ce que j'ai observé sur le tissu de la transmission d'entreprise, ce sont des cédants, pour ceux qui étaient déjà en phase de cession,
qui restent vendeurs, mais qui ne sont pas encore prêts à faire un effort sur le prix de cession de leur entreprise. Par contre, ils s'apprêtent à accepter un allongement de la durée de leur transaction. Et donc, ils sont dans une phase d'attente par rapport à ça. On y viendra peut-être plus tard, mais peut-être que cette phase d'attente pourra être bénéfique pour eux en termes de préparation justement de l'entreprise, de façon à ce qu'elle puisse être la plus solide possible pour supporter cette phase de transmission. Côté repreneur, ça dépend des repreneurs. Patrick disait justement tout à l'heure qu'il connaissait des personnes qui étaient fortement liquides et qui détenaient des fonds qu'elles avaient envie et besoin d'investir à l'intérieur d'entreprises. Du côté des repreneurs personnes physiques, qui sont souvent d'anciens cadres de PME qui profitent d'opportunités de départ pour dire qu'elles vont se lancer à leur compte et qui sont fortement dépendants de levée de dettes bancaires. Là, on peut imaginer qu'on a un coup d'arrêt. J'ai reçu hier un message de la part de Boris Kex, qui est l'animateur de l'IRCE, et qui nous a annoncé malheureusement que le parcours reprendre n'aurait pas lieu ce semestre, faute de nombre de repreneurs suffisants pour pouvoir démarrer ce parcours et l'animer de façon efficace pour tout le monde. Donc, on trouve d'autres solutions, on trouve une autre agilité, mais c'est un exemple important qui nous montre que le marché du repreneur personne physique est un petit peu à l'arrêt. À l'inverse, on observe quelques manœuvres de groupes de taille significative qui estiment que c'est peut-être l'occasion de saisir des opportunités et de se positionner pour pouvoir aller à la portée d'entreprises de taille un petit peu moins importante qu'eux et qui peuvent représenter un intérêt stratégique dans le cadre de leur développement. Enfin, et j'en finirai par là, au niveau des transmissions familiales, pour les entreprises qui ne sont pas dans une très grande difficulté, qui nécessitent que le chef d'entreprise y passe ses jours et ses nuits, j'observe quand même une réflexion globale de la part des cédants qui disent qu'ils estiment que c'est peut-être un moment propice du fait de la baisse générale de l'activité pour pouvoir se poser, réfléchir et préparer l'entreprise à une transmission de flambeau à leurs enfants ou à leurs collatéraux. Donc, il y a une accélération du mouvement des transmissions d'entreprises familiales, peut-être aussi un effet lié à la baisse des valorisations qui pourrait leur permettre aussi de transmettre cette entreprise à moindre coût sur les quelques mois à venir. Merci beaucoup pour cette photographie-là du marché, Florence Estienne. Donc, on reviendra sur tout ça, en effet, comment mettre à profit la période qui s'ouvre pour un certain nombre de dirigeants qui se posent des questions quant à leur transmission, quant à l'évolution de leur haut de bilan, comme on dit, ouverture. Est-ce que c'est un moment propice pour réfléchir à l'ouverture de son capital? On reviendra sur toutes ces questions qui peuvent en tout cas agiter aujourd'hui les têtes des cédants. On continue notre petit tour de notre petit tour de piste. Alors, Claire Sary, un marché, ça commençait à être dit, mais je l'entends beaucoup aujourd'hui, un marché de la transmission qui finalement, en tout cas après le premier confinement, est resté animé, à la différence de 2008-2009 et du crack, où on s'était retrouvé avec un marché quelque part figé, faute de liquidité. Aujourd'hui, Madame Sary, le contexte est différent. Il y a beaucoup d'opérations qui se sont dénouées au sortir du confinement, avec donc ce qui veut dire donc des entreprises à céder et de l'autre côté un marché animé, comme vient de le dire Florence, par des acquéreurs. Beaucoup de personnes morales. On a vu que la croissance externe, il y avait de l'appétit retrouvé pour la croissance externe, et puis des repreneurs personnes physiques qui quand même ont été à la manœuvre pendant les 6 mois qui ont suivi le déconfinement. Qu'en sera-t-il demain? Évidemment, les lignes risquent de bouger un petit peu. Est-ce que vous pouvez en tout cas
décrypter ce qu'a les opérations sur lesquelles, avec vos équipes en tant que banquier de proximité, vous avez travaillé là ces derniers mois, Madame Starry. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, il y a plusieurs phases en fait dans tout ce qui vient d'être dit. C'est vrai que pendant le premier confinement, en fait, finalement, on a vu se dénouer un certain nombre d'opérations qui étaient en germe et dont le dénouement est allé jusqu'au bout et de manière normale, j'ai envie de dire. Donc en fait, ces opérations-là qui étaient en germe et qui avaient commencé à être vraiment initiées sont allées jusqu'au bout. Ensuite, on a eu une deuxième phase où c'est vrai, on a eu peu en début d'été de nouveaux projets qui sont ressortis, mais depuis le milieu de l'été, voire le mois d'août, on a quand même eu de nouveaux projets qui nous ont été présentés. On sent, comme ça a été dit précédemment, qu'il y a de l'appétit et plutôt pour les gros acteurs qui veulent racheter des plus petits dans le même secteur d'activité. Donc, le sujet de croissance externe, c'est un vrai sujet, on le touche vraiment du doigt parce qu'en fait, les projets qui nous arrivent là depuis la fin de l'été sont essentiellement des projets de croissance externe et sur différents secteurs d'activité. Enfin, en tout cas, on ne peut pas dire que certains soient plus en retrait que d'autres. En tout cas, on ne sent pas de dominante particulière sur un secteur d'activité donné. En revanche, la précision que je voulais apporter, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les deals qui commencent à arriver, on sent que dans les valorisations d'entreprise, il y a une notion nouvelle qui émerge. Alors évidemment, les valorisations d'entreprise, on a des méthodes que l'on connaît tous, mais il y a quand même une notion nouvelle qui arrive, c'est celle de l'intégration de cette résilience par rapport à la crise sanitaire, qui fera probablement partie du prix aussi et qui sera intégrée dans les valorisations. Alors, on ne sait pas trop à quelle hauteur, mais en tout cas, évidemment que les modèles d'activité résilients seront plus cessibles que les autres, évidemment. Donc ça, c'est une donnée nouvelle et cette capacité d'adaptation des entreprises aussi face à la crise va être probablement intégrée dans les valorisations d'entreprises. Donc c'est vrai que le marché, comme l'a dit Florence tout à l'heure, est assez actif. Alors c'est vrai que sur l'aire toulonnaise, dans le département du Var, on a vraiment un tissu essentiellement de PME, on a peu de TI, mais en tout cas, ça reste un marché animé. Dans un contexte où la liquidité est là, ça a été dit, dans le milieu bancaire, on a pour habitude de dire, quand depuis ces dernières semaines, on regarde un peu les situations, que sur l'ensemble des PGE qui ont été distribués, une grosse partie reste aujourd'hui encore sur les comptes. Donc de la liquidité, il y en a, elle est là. Et ces transactions vont se faire aussi dans un contexte différent de celui de 2009, puisque on s'installe dans une crise qui va être probablement plus durable que prévu au départ. Ce n'est pas une simple parenthèse, évidemment. Mais dans un contexte où il y a de la liquidité et surtout où le contexte de taux est très très bas, il continue d'être très très bas, beaucoup plus qu'en 2008. Et ça aussi, c'est une donnée nouvelle par rapport à la sortie de crise de 2008, où effectivement les levées de dette, quand elles se font à des coûts qui restent relativement bas, y compris sur des durées longues ou très longues. Donc en tout cas, c'est le frein à la reprise d'entreprise, il n'est pas lié au coût de l'argent, il n'est pas lié au manque de liquidité, et je pense qu'il est surtout peut-être lié à ce manque de visibilité sur la sortie de crise qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors on pensait pouvoir l'avoir dans le courant de l'été, mais il n'en demeure pas moins qu'avec les épisodes qu'on connaît aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas et ça risque de durer probablement un petit peu plus longtemps que prévu. Donc c'est cette phase d'incertitude par rapport à la durée de la crise et à cette façon dont on va en sortir qui donne de l'attentisme et effectivement les cédants attendent. Et en plus là aujourd'hui, nous sommes en novembre, dans une période où nous banquiers, c'est toujours un peu plus difficile parce que on est sur des bilans N-1 qui commencent à dater puisqu'ils ont déjà 10 mois. Et en plus, on sait très bien que les bilans qui seront ceux de l'année 2020 seront probablement très différents des précédents parce qu'il y a l'impact de la crise sanitaire sur l'activité. Et puis en termes de charges aussi, les entreprises se sont adaptées et ont fait face à des coûts nouveaux pour équiper les collaborateurs, pour
les protéger, et parce qu'aussi, certaines entreprises ont distribué des primes aussi à certains de leurs salariés. Merci beaucoup, Madame Sarri. On reviendra bien entendu sur certaines modalités de façon plus précise, sur les modalités de financement, sur les modalités de paiement. Il y a évidemment beaucoup de questions qui se posent. En tout cas, un message, moi j'entends un message positif déjà dans votre bouche, c'est concernant ces fameux taux d'intérêt. Voilà, certains auraient pu craindre qu'ils s'enflamment, et en fait, ils restent pour le moment, en tout cas, extrêmement bas, ce qui est essentiel, évidemment, pour l'équation financement des futurs repreneurs. Tant que ça restera à des taux très bas, j'ai envie de dire que les possibilités de reprise existeront toujours. Je crois que vous avez raison de rappeler que, bien sûr, aujourd'hui, c'est le manque de visibilité qui fait défaut et qui va faire un peu plus défaut avec ce second confinement. Et c'est ce qui, en effet, explique aujourd'hui le coup de frein auquel faisait allusion Patrick Levillain, ce coup de frein de moins 30% sur le nombre de dirigeants qui mettent leur entreprise sur le marché. Tournons-nous alors vers Sarah, que j'ai oublié tout à l'heure, quelle bonne excuse, Sarah Drey, qui avec Philippe Martin donc anime ce cabinet toulonnais, Imavocat. Sarah, quels enseignements vous tirez en effet des quelques mois écoulés? On va revenir avec vous sur un certain nombre de points juridiques, en effet, liés à la façon de sécuriser au maximum des transactions, et Dieu sait si ça risque d'être un exercice évidemment particulièrement difficile dans le contexte d'aujourd'hui. Là, je me place davantage du côté des acquéreurs, mais en effet, comment sécuriser les choses dans un contexte mouvant, dans un contexte où les incertitudes restent et resteront pour plusieurs mois encore importantes. Alors juste, je vous remercie d'abord de nous accueillir dans cette table ronde. Je partage l'analyse qui consiste effectivement à observer que le marché de la reprise reste relativement actif, mais on observe en ce qui concerne les transactions d'abord une absence d'homogénéité, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout les mêmes repères selon les secteurs, et les délais qui sont de plus en plus longs dans l'approche et dans la régularisation donc des actes juridiques de transmission, ce qui est tout à fait logique puisque en particulier dans la phase négociation du prix, on a plus les méthodes traditionnelles d'évaluation qui sont représentatives. Et on a en particulier, bien sûr, l'aléa du maintien de l'activité, mais également la question du traitement, par exemple, des dettes PGE. Est-ce qu'elles seront transformées en amortissement? On a la question des risques sur les postes créances clients qui doivent être pris en compte. Donc ça fragilise dans la négociation du prix les cédants. Et puis il y a des nouveaux risques qui apparaissent ou qui sont accentués, en particulier pour les cédants sur la phase post-cession, puisque dans la mise en œuvre en particulier de la garantie d'actifs passifs, il y a un risque supplémentaire qui apparaît pour une insuffisance donc des provisions, par exemple, qui ont été effectuées. Et donc, ça rend les opérations plus complexes et en tout cas demande beaucoup plus de préparation. Ce que je retiens également dans ce qui a été dit, et c'est Florence qui l'a dit, c'est que l'idéal, si on n'est pas dans le cadre comme il y en a beaucoup malheureusement, de cessions par dépit, c'est de pouvoir profiter de cette période pour anticiper et préparer la sortie de crise et la cession.
C'est-à-dire qu'il faut structurer et organiser donc sa structure durant cette période pour être prêt à enclencher une session post-crise. Et bonjour à tous, je ne peux que trop inciter les cédants à se préparer et à utiliser cette période qui ne sera pas une période de mise en vente de leur affaire, de l'utiliser pour justement préparer la session et donc apurer peut-être le bilan, le rendre plus propre selon ce qui peut s'y trouver, ou, donc au niveau de la trésorerie, des créances, des dettes, mais aussi des actifs immobilisés par exemple. Quand on trouve de l'immobilier à l'actif d'une société opérationnelle, on peut peut-être voir comment le traiter séparément de la société opérationnelle. Quand on a aussi une composition du capital social qui peut être éclatée, c'est peut-être le moment de l'unifier, de l'harmoniser en vue de la cession pour faciliter cette cession. On attire aussi l'attention des cédants sur la forme sociale qu'ils ont. Donc, on privilégie souvent, c'est vrai, les sociétés par action parce qu'il y a un intérêt fiscal le plus souvent. Et surtout, lorsque les sociétés opérationnelles sont détenues directement par des personnes physiques, le cédant peut être incité à se structurer, à créer une société holding et donc à apporter les titres de sa société en vue de la prochaine étape, selon qu'il s'agisse d'une distribution du produit de la cession ou d'un réinvestissement. Et là, on a plusieurs options qui s'ouvrent aux cédants et il faut évidemment bien s'entourer pour mettre à profit cette période difficile. Là, en effet, vous parlez par exemple de cédants qui envisageraient de réinvestir dans un cadre d'entreprise, par exemple. Tout le monde ne vend pas à 65 ans ou 70 ans ou 75 ans. Il y a de jeunes cédants, il faut le rappeler, qui peuvent vendre à 45, 50 ans. Ils n'ont pas fini leur vie professionnelle. Et donc là, en effet, il y a ce mécanisme de l'apport à une société holding qui peut leur permettre de réinvestir en profitant en effet d'un report, je crois, c'est ça, d'un report d'imposition. Un mot sur tout ce que vous dites là. Moi, je bois vos paroles parce que en effet, l'idée, c'est de ne surtout pas attendre que la nouvelle fenêtre de tir s'ouvre pour commencer à préparer son entreprise, parce qu'en effet, il sera trop tard. Ça prend du temps. Ça prend, il faut le rappeler, souvent 2 ans, voire plus. Un mot, maître, sur le sort à réserver à l'immobilier d'entreprise, parce que c'est quand on veut vendre également les bâtiments, que ces bâtiments ont une certaine valeur et par exemple qu'ils sont logés dans la société d'exploitation. Voilà un contexte qui peut justifier l'opération qui consiste à sortir cet immobilier avec des conséquences en termes de temps. Ça se fait pas en une semaine. Et puis bien sûr un frottement fiscal qu'il faut analyser. Tout à fait, il faut anticiper ce type d'opération pour savoir comment la mener, parce que la sortie de l'immobilier peut prendre plusieurs formes, donc ça peut passer par plusieurs types d'opérations juridiques, et surtout anticiper le coût que cela va avoir pour le cédant et donc le chef d'entreprise, et savoir aussi s'il entend céder de manière isolée ou non cet immobilier au repreneur, ou s'il entend le conserver pour conserver un revenu locatif, par exemple. Voilà, on continue. Je crois que c'est Thomas qui ne s'est toujours pas exprimé, donc bien entendu, je vais lui donner la parole. Thomas Riboud, vous êtes expert comptable, un cabinet d'expertise comptable important, influent sur le bassin toulonnais. Donc vous avez, on l'imagine, un certain nombre de clients qui sont concernés aujourd'hui par ces problématiques en tout cas de cession, voire pour certains qui cherchent, qui se demandent si il n'y a pas là des opportunités pour consolider leur part de marché et se mettre dans une stratégie de consolidation sur 2021.
Sur les cédants, parce que là, pour le coup, vous êtes, c'est vous qui prenez le pouls là, de la santé, de l'état de santé des entreprises aujourd'hui. Est-ce que, et là, moi, j'entends, c'est vrai, j'entends des sons de cloche assez différents avec des professionnels qui disent, bah oui, mais aujourd'hui, en dépit du contexte compliqué, il ne se traduit pas forcément ni par un écrasement des valorisations, ni par des dégradations des performances des entreprises, parce que finalement, les entreprises ont connu des allègements de charges, elles ont de la trésorerie, donc finalement, ce sont des entreprises qui, pour certaines, vont signer des exercices 2020 tout à fait honorables, voire très bons dans certains cas. Bonjour à tout le monde. Il convient de préciser déjà que toutes les opérations de cession sont des opérations particulières. Il est difficile d'établir des règles. Ce qui est sûr, c'est que la reprise d'une entreprise au sens noble du terme, c'est un processus long. Dans l'état actuel des choses, on a coutume de dire aujourd'hui que tout va vite. Aujourd'hui, tout va beaucoup trop vite. En tout cas, par rapport à la temporalité d'une cession d'entreprise, un rapprochement entre un acheteur et un cédant ne peut pas se faire sur quelques mois aux aléas de la crise sanitaire que peuvent nous apporter confinement, déconfinement, il est difficile aujourd'hui d'avoir une visibilité sur le devenir des opérations d'acquisition-cession. La crise sanitaire a été un choc traumatique et la première étape pour surmonter un choc traumatique, on dit que c'est le déni. Dans toutes les opérations de cession qui se sont déroulées depuis le déconfinement, nous sommes clairement dans le déni, tant du côté de l'acheteur que du côté du vendeur. Toutes les valorisations ont été maintenues. Chaque partie a fait comme si le confinement ou le déconfinement était un non-événement. Et on a fait comme si de rien n'était. Donc, je rejoins notre ami bancaire qui nous disait que les valorisations n'avaient pas bougé. C'est tout à fait le cas. En l'état actuel des choses, on a été dans le déni. Maintenant, de nouveaux repreneurs se profilent. Et là, clairement, on est dans une deuxième phase qui est une phase d'attentisme. On est au mois de novembre. Nous ne savons absolument pas si nous allons déconfiner ou pas d'ici la fin de l'année. Tout le monde peut y aller de sa petite boule de cristal, mais en tout cas, nous n'avons aucune certitude. Et quand on approche de la fin d'année, bien évidemment, on commence à penser au bilan de l'année 2020. Et du point de vue du repreneur, tout le monde a très bien compris que le bilan de l'année 2020 était potentiellement quand même un argument extrêmement pesant sur la valorisation de l'entreprise demain. Bien sûr. Comme vous le dites, il y a effectivement des entreprises qui sortent leur épingle du jeu d'une crise sanitaire comme celle-là, qui surfent sur la vague, pour reprendre vos termes précis, mais d'autres pour qui c'est complètement l'inverse. La résilience est possible parfois, elle n'est pas possible toujours. Tous les secteurs qui touchent, on va dire, au HCR et sont particulièrement impactés et peuvent difficilement… Voilà, l'événementiel. Tout cela ne peuvent pas véritablement faire preuve de résilience. Donc, il va bien falloir qu'ils intègrent dans leur bilan 2020 les impacts d'une crise qui sera nécessairement significative. Donc, ce qui est sûr, c'est que nous avons toujours, et ça je le mesure chaque jour, nous avons toujours une volonté des acheteurs d'acheter. Personne ne s'est découragé, il y a toujours un dynamisme entrepreneurial fort, mais en l'état actuel de la crise et du manque de visibilité qu'on peut avoir, tout le monde se pose un petit peu la question de savoir s'il n'est pas préférable de créer quelque chose plutôt que de racheter une entreprise, par exemple. Il y a un très bon dynamisme sur la création d'entreprise. Par contre, je vois effectivement que sur la reprise, qui sont des engagements financiers beaucoup plus importants, on est plutôt en phase d'attentisme. Alors, c'est vrai dans ce que vous dites, on peut penser qu'il y a quand même un certain nombre d'entreprises. Il va y avoir un peu deux catégories, celles qui vont s'en sortir, celles qui auront des modèles résilients. En revanche, il y a des modèles qui le sont moins. Il y a même des modèles qui sont frappés
d'obsolescence galopante, hein, sur fond de crise. Alors, on peut penser qu'il va y avoir une augmentation quand même des difficultés pour un certain nombre d'entreprises. Là, alors, dans quel état d'esprit doivent être les dirigeants de ces entreprises? Parce que je sais qu'il y en a quand même beaucoup qui sont concernés par ça. Ce deuxième confinement va peut-être accélérer la consommation de cash, hein, ce fameux matelas des PGE qui a été bien précieux au moment du premier confinement. Peut-être qu'avec ce deuxième confinement, il va se consommer plus vite que prévu et ça va faire autant d'entreprises qui vont se retrouver dans une situation évidemment de grande fragilité. Ce qui ouvre la réflexion sur la possible reprise d'entreprises en difficulté, en tout cas sur le fait pour certains de voir comment ils peuvent assurer la pérennité de leur entreprise pendant qu'il en est encore temps. Hein. Mieux vaut parfois se couper un doigt ou une main que les deux bras. Et donc, demain ne sera pas forcément mieux qu'aujourd'hui pour un certain nombre d'entreprises. Philippe Marin, je sais que il existe aujourd'hui, et je pense que c'est le moment de faire passer quelques messages utiles, il existe aujourd'hui des mécanismes qui permettent à des dirigeants comme ça pour lesquels les difficultés restent très présentes, des mécanismes qui vont leur permettre en quelque sorte de préparer la reprise par des repreneurs ou de faciliter des adossements. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, maître? Oui, bien sûr. Le maître mot, c'est d'abord d'anticiper ce qui paraît être inévitable. C'est-à-dire que si on est dans une situation de cache-misère, c'est-à-dire que grâce au report des échéances des charges sociales, grâce au PGE, on camoufle en quelque sorte une situation de trésorerie qui est très dégradée et un état de cessation de paiement latent. Il vaut mieux l'anticiper effectivement et recourir à ces mécanismes. Un des mécanismes qui est peu connu et qui, à mon avis, mérite d'être mis en lumière et utilisé dans la période que nous connaissons, c'est celui du prépack cession, qui est un mécanisme qui permet, qui a été créé par une ordonnance en 2014 et qui a surtout été utilisé pour des grosses opérations, mais qui a vocation à être utilisé pour tout type de cession. Ce mécanisme, en fait, consiste à préparer en amont une cession dans le cadre d'une phase préparatoire sous l'égide d'un conciliateur. C'est-à-dire que le chef d'entreprise demande la désignation au tribunal de commerce d'un conciliateur ou d'un mandataire ad hoc avec qui il va préparer une opération de cession qui peut être une opération de cession totale ou par branche d'activité. Le conciliateur va rechercher, ou le mandataire ad hoc va rechercher dans la confidentialité, ce qui est un élément très important, des repreneurs potentiels, recevoir les offres, les analyser. Et lorsqu'on estime qu'il y a effectivement une possibilité de cession, le dirigeant demande à ce moment-là l'ouverture d'une procédure collective qui est une procédure accélérée et qui va mettre en œuvre le prépack et la cession après avis du procureur. L'ouverture de la procédure collective avec l'option prépack a l'énorme avantage d'être extrêmement rapide. On passe par une phase de confidentialité, on ouvre la procédure, dès l'ouverture, on fixe une date d'examen des offres devant le tribunal de commerce. Le tribunal, donc, laisse une possibilité de surenchérir, mais dans un laps de temps très court. Puis, on a un jugement qui arrête le plan de cession.
Donc, on a réalisé cette opération très rapidement et qui ne concerne que les actifs qui auront été cédés et la société qui ne peut pas, avec le prix de cession, clôturer totalement son passif, ne peut pas rembourser la totalité du passif, pourra éventuellement faire l'objet d'une liquidation derrière, mais entre-temps, elle aura réalisé au mieux la vente, préservé les emplois et sauvé l'entreprise, en tout cas comme elle pouvait le faire. Alors, ça, c'est en effet. Alors, et dans ce schéma, les dirigeants arrivent à sauver quand même un petit peu quelque chose, parce que c'est vrai que pour eux, c'est difficile. On parlait de déni tout à l'heure. C'est vrai que souvent, le premier réflexe, évidemment, c'est le déni. Mais du coup, ils privent de cette façon leur entreprise d'une possible seconde chance. Le dirigeant, quand même, il est pris en considération, lui, dans ce mécanisme. Oui, non seulement il est pris en considération, mais c'est lui qui est à l'initiative et qui garde la main tout au long de la procédure. Donc ça, c'est extrêmement important. Et vous savez que dans le cadre de la période d'urgence sanitaire, il y a un mécanisme particulier qui a été mis en œuvre et qui a été utilisé, que ça a défrayé la chronique, par exemple, sur Alinéa, par exemple, qui est de permettre, dans certaines conditions, au chef d'entreprise de présenter lui-même, ce qui normalement est totalement prohibé, mais de présenter lui-même une offre de reprise de sa propre société. C'était justement, je voulais qu'en effet Sarah Drell nous en dise quelques mots, parce que donc ça c'est dans là on est dans quelle situation en fait d'une entreprise qui connaît de graves difficultés. Expliquez-nous là en effet comment ça fonctionne. Là, effectivement, on se trouve dans le cas d'une entreprise qui est en redressement ou en liquidation. Donc, la procédure a été ouverte, la procédure collective a été ouverte, mais jusque-là, jusqu'à cette ordonnance du 20 mai 2020, donc qui a été prise vraiment à cause du Covid, en raison du Covid, le dirigeant d'entreprise ne pouvait pas, que ce soit directement ou par le biais d'une autre société, reprendre sa propre entreprise. Ça lui était interdit. Il fallait que le procureur, le ministère public l'autorise, ce qui était très rare. Et avec cette nouvelle ordonnance, à condition de maintenir les emplois, donc les emplois mais pas la totalité, on a une condition qui est posée, qui est le maintien de l'emploi. Le dirigeant peut proposer une offre de reprise au même titre que des tiers pourraient proposer une offre de reprise. C'est ensuite au tribunal d'apprécier cette offre et il est vrai que puisque le dirigeant d'entreprise a accès aux informations de l'intérieur, il est privilégié dans le sens où il pourra présenter une offre de reprise la plus adaptée, alors que des tiers n'auront pas les informations concernant les créances, les fournisseurs, n'auront pas autant d'informations en si peu de temps, en réalité. Donc, elle est souvent retenue, et c'est le cas, donc, comme l'a dit Philippe Marin, pour Alinéa, ça a été le cas aussi pour Orchestra après Maman, et je crois qu'on a juste le cas de Camailleux, où l'offre avait été rejetée et on a préféré l'offre d'un tiers. Est-ce que là, le passif, en fait, le passif de l'entreprise, il est passé par pertes et profits, ou bien l'entreprise, quand même, doit apurer ce passif dans le temps? Il est remodelé, justement. Ça fait partie de l'offre de reprise. C'est à prévoir dans l'offre de reprise. Tout à fait. D'accord. Alors, pour terminer, parce qu'évidemment, ça fait partie, cette composante reprise d'entreprise en difficulté, et elle est forcément déjà un petit peu sur le devant de la scène. Est-ce qu'elle va l'être encore davantage, dans des proportions plus importantes en 2021? C'est une question qui se pose. Thomas, je me tourne vers l'expert comptable que vous êtes, parce que pour le coup, vous jouez un rôle très important dans l'analyse, à la fois dans l'analyse de la cible, de la capacité de rebond de l'entreprise, mais se pose la question du financement de tout ça. Et là, généralement,
dans ce contexte, on rachète pour pas très cher hein, le fonds de commerce, mais derrière, il y a tout le besoin en fonds de roulement à bien calibrer et à financer. Expliquez-nous là un petit peu les points de vigilance un petit peu spécifiques de cet exercice qui concerne aujourd'hui des personnes morales. Hein, ce sont les premières aujourd'hui à s'intéresser à ce type de reprise, mais qui peuvent aussi, dans certains cas, intéresser des managers, des repreneurs qui ont une grosse légitimité, généralement, dans le secteur d'activité de l'entreprise défaillante. Il peut y avoir deux types d'entreprises en difficulté, celles pour qui c'est irrémédiable, et là, effectivement, Philippe Marin a pu parler un petit peu des procédures collectives, mais il va y avoir, à mon avis, des entreprises qui se trouvent un petit peu en difficulté aujourd'hui sans pour autant que la situation soit irrémédiablement compromise, mais où nous sommes face peut-être à des dirigeants qui vont être découragés, qui vont jeter l'éponge, ils sont peut-être pas très loin de la retraite, et il va falloir qu'ils adoptent une stratégie de cession un petit peu défensive, qui consiste à vendre les actifs de sorte d'apurer le passif. Hein. On n'essaye plus de valoriser les actifs à ce qu'ils valent, mais plutôt à ce qu'ils permettent de dédommager les créanciers. Et à ce moment-là, il peut y avoir effectivement un petit peu des repreneurs avec un profil, on pourrait dire, peut-être charognard, c'est-à-dire qui vont sauter sur les opportunités. On va dire opportuniste, Thomas, opportuniste. C'est beaucoup plus politiquement correct, je concède. Mais en tout cas, ils sont à l'affût de reprendre des entreprises pour, par rapport à plusieurs stratégies complètement différentes, qui peuvent être des stratégies de croissance externe, qui peuvent être tout simplement des stratégies qui consistent à essayer d'atteindre des tailles critiques, puisqu'on a quand même un contexte qui consiste à favoriser aujourd'hui quand même les ETI avec des capacités d'achat sur des volumes importants. Donc, dans le territoire. Pardon ? Mailler le territoire aussi, mailler le territoire parce que hein, il peut y avoir ce sont des stratégies. Tout à fait, il peut y avoir beaucoup de raisons pour lesquelles on peut avoir aujourd'hui des repreneurs qui vont se manifester et ils sont en train de se préparer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le PGE est en train de créer une source de financement qui n'a pas vocation à être utilisée pour de la reprise d'entreprise, mais pour de la reprise d'actifs, par exemple. On peut tout à fait utiliser le PGE, n'en déplaise à nos amis banquiers qui n'ont pas grand-chose pour se protéger contre ce type d'attitude. On peut tout à fait utiliser le PGE pour aller racheter des actifs ou même des parts sociales d'entreprises qui sont prêtes à être vendues assez rapidement, ce qui sera quand même très privilégié par rapport à des montages de LBO qui vont devenir de plus en plus compliqués à mettre en place, puisque les stratégies de remontée de dividendes vont devenir aléatoires en fonction des bénéfices. Donc aujourd'hui, voilà, les financements sont déjà dans les caisses d'un certain nombre de repreneurs et ils risquent effectivement de sauter sur les occasions, soit après les tribunaux, soit à qui veut bien vendre pour financer les opportunités. Ça pose quand même un certain nombre de difficultés sur les valorisations. Si quand bien même il fallait avoir recours aux banquiers, ce que je souhaite aux banquiers bien évidemment, je me prépare à voir chez eux quand même une stratégie beaucoup plus… ils seront beaucoup plus difficiles à convaincre. Ça, c'est une certitude. Oui. Je pense qu'il va falloir prévoir dans les prévisionnels des marges de faisabilité plus importantes que ce qu'on avait l'habitude de faire apparaître par le passé, ce qu'on appelle typiquement la saturation de la CAF. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que les apports soient peut-être plus conséquents, que les incertitudes du marché puissent être plus facilement absorbées par des marges de faisabilité qui soient un petit peu plus importantes. Bref, les banquiers vont être un petit peu plus difficiles à convaincre. Je pense que c'est légitime au regard des risques que ça impose. Après, en matière de valorisation, une des valorisations qui a été souvent appréciée en matière de reprise d'entreprise, c'est ce qu'on appelle l'actualisation des cash flows, c'est-à-dire la capacité d'une entreprise à générer des flux de trésorerie futurs. Et ça, aujourd'hui, dans un contexte complètement incertain,
être en capacité de calculer des flux de trésorerie futurs, ça m'apparaît très, très, très compliqué. Donc, j'ai peur que les valorisations soient un petit peu plus aléatoires, peut-être, que ce qu'elles ne l'étaient par le passé. Vous avez raison, difficile d'apprécier ne serait-ce qu'un business plan, hein, au-delà de 6 mois. Aujourd'hui, ça paraît être une éternité, hein, quand j'entends parler de business plan à 2 ans, 3 ans. C'est vrai que ça paraît un petit peu surréaliste. Alors, avant de donner la parole, parce que pour le coup, bien sûr, on a envie d'entendre Claire Sary par rapport à ce qui vient d'être évoqué, je disais tout à l'heure que je me ferai l'écho d'une opération, pour le coup, de reprise d'entreprise en difficulté. Je sais que Julien Lenire, ce jeune repreneur de 35 ans, nous regarde. Je sais qu'il participe à notre webinaire de ce matin. Malheureusement, on n'a pas les moyens techniques de lui donner la parole, mais je voudrais quand même mettre en évidence son histoire parce qu'elle est, je pense, tout à fait symptomatique de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui. Julien, qui a un parcours dans le second œuvre du bâtiment, hein, donc il a été conducteur de travaux, il a été commercial dans le secteur des fermetures pour le bâtiment. S'est mis en quête d'une entreprise à reprendre et au début de l'été, il s'est intéressé à un dossier là pour le coup de reprise d'une entreprise dans un cadre judiciaire, puisque l'entreprise, la menuiserie à laquelle il s'intéressait était en liquidation judiciaire. Voilà, donc en l'espace de 3-4 mois, voilà un ancien salarié qui s'est retrouvé à la tête de cette menuiserie je crois, de 6 ou 7 personnes. Qui avait connu des difficultés en raison de l'équipe dirigeante existante. C'est une affaire qui avait été reprise par des cadres, visiblement pas très bien gérés et qui avait perdu de vue la notion de rentabilité, alors que la clientèle était là. Donc, il y avait toujours des fondamentaux, ce qui est important. S'agissant de reprise d'entreprises en difficulté, c'est une affaire qui avait encore un vrai savoir-faire fondamentaux. Et en l'espace de 3-4 mois, Julien Lenire a pu déposer une offre de reprise auprès du tribunal de commerce qui a été acceptée. Et me direz-vous, parce que c'est évidemment la question que tout le monde se pose, comment il a fait pour financer cette reprise? Eh bien, il a obtenu, et c'est une façon de répondre à ce que vient de dire Thomas Ribou, il a obtenu un financement. Alors, le hasard fait bien les choses, c'est un financement du Crédit Agricole. Madame Sary, c'est l'agence, je me suis renseigné, c'est l'agence Christophe Bourreau du réseau Entreprendre VAR qui a suivi, bien entendu, toute cette opération et qui a fait de Julien Lenire l'un des lauréats de l'année 2020. Eh bien, m'a précisé que c'était l'agence de Draguignan, votre agence de Draguignan, qui avait accompagné le financement du fonds de commerce, je crois, puisqu'il a d'une part racheté le fonds de commerce de l'entreprise et son apport personnel ainsi que les 50 000 € qu'il a pu obtenir auprès du réseau Entreprendre, eh bien, lui ont permis de reconstituer le BFR de cette menuiserie et en espérant lui faire retrouver le chemin des profits le plus rapidement possible. Mais voilà, je crois que l'histoire, elle méritait d'être résumée. 6 emplois, je crois, 6 emplois sauvés.
et une entreprise qui pourra peut-être, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, qui pourra peut-être rebondir dans les semaines qui viennent. Claire Sary, je vous laisse bien sûr la parole pour nous dire un petit peu comment vous appréhendez aussi aujourd'hui ce type de ce contexte d'opération, parce qu'on peut penser qu'il va se généraliser dans les mois qui viennent. Oui, merci. Et pour rebondir sur pas mal de choses qui ont été dites là jusqu'à présent, la reprise d'une entreprise en difficulté, qu'elle soit en procédure collective ou pas, donc c'est pas complètement la même chose, mais en tout cas, nous banquiers, on va regarder prioritairement qu'est-ce qui a mené cette cible finalement à être en difficulté. Quelles sont les raisons des difficultés? Et c'est la première question. On va pas écarter un dossier de reprise parce que la cible est en difficulté, et plutôt s'intéresser pourquoi, quelles sont les origines de ces difficultés. On va avoir dans certaines situations des difficultés exogènes à l'entreprise, et ça c'est regardé d'une certaine manière parce que une entreprise, elle est quand même dans un environnement réglementaire, juridique, etc. Elle peut aussi subir des choses indépendamment de sa volonté, et donc ça c'est un premier critère. Mais les difficultés peuvent être aussi endogènes, ça peut être un business model qui n'est plus adapté, une certaine activité qui est en décroissance. Voilà, quelles sont les raisons les causes réelles des difficultés. Les difficultés de l'entreprise. Est-ce que c'est peut-être un cédant qui est un peu trop tiré sur l'entreprise, parce que quelquefois ça peut arriver pour des raisons privées. Et donc de ce fait-là, on va analyser ces raisons-là, quelles sont les causes réelles des difficultés de l'entreprise. Une fois que ces causes-là sont bien identifiées, la discussion avec le repreneur est forcément éclairée, et le repreneur sait pourquoi il veut la reprendre, c'est de dire qu'est-ce que je veux faire de cette reprise? Est-ce que cette cible a peut-être un savoir-faire particulier et complémentaire à mon entreprise d'aujourd'hui? Et donc, on peut arriver à des synergies tout à fait intéressantes, et même si la cible est en difficulté. Est-ce que finalement, ce qui m'intéresse dans cette cible, c'est peut-être un fichier client, parce que ça peut être aussi simplement ça. Est-ce que cette cible, c'est la même activité que celle que j'ai aujourd'hui? Et donc, du coup, ça veut dire aussi que le repreneur, il a cette expérience, cette expertise, et qu'il va savoir faire, en fait, avec son acquisition. Est-ce que peut-être cette acquisition, c'est une activité complémentaire à celle que j'ai aujourd'hui, et donc du coup ça peut être aussi très intéressant en termes de synergie. Si en revanche, j'ai envie de dire, le repreneur a une activité très différente et n'a pas l'expertise et l'expérience dans le domaine de la cible, ça va être quand même beaucoup plus difficile pour nous de juger, en tout cas, la capacité du nouveau management à accompagner la cible dans ces changements pour qu'elle retrouve le profit. Ça va être un exercice particulièrement difficile. Donc, vous avez raison, Madame Sary, je pense qu'en effet, c'est un point très important, en tout cas, c'est ce que j'entends, moi, dans la bouche des professionnels, la connaissance, pour le coup, la connaissance fine alors, pas forcément le métier, parce que comme disait Christophe Bourreau, le repreneur, il n'était pas tombé dans la sciure de bois, dans une menuiserie depuis tout petit. Donc, en fait, mais par contre, c'est un conducteur de travaux, il connaissait parfaitement l'univers du second œuvre du bâtiment. Et c'est le fait d'être un repreneur de métier, comme on dit, qui a fait qu'il a eu qu'il a été suivi en tout cas par votre banque. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment analyser un dossier de ce type-là. Je pense que le préalable, il est là. Une fois que tout ça a été expliqué et levé, on peut finalement arriver dans une deuxième phase dans l'analyse du dossier de reprise en tant que tel. Donc Thomas évoquait tout à l'heure comment on va établir des prévisions dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, et on sait très bien que déjà en temps normal, les prévisions ne restent que des prévisions. On a beau être le
le plus réaliste et le plus prévoyant possible, eh bien, il y a toujours évidemment des événements qui viennent un peu perturber les choses. Et puis quand le repreneur arrive vraiment au cœur de l'entreprise, il va découvrir des choses qui n'ont pas pu être découvertes avant, et c'est toujours un peu aussi la difficulté de l'exercice de la reprise. Alors après, c'est vrai qu'un des sujets qui a été évoqué, c'est de dire, en fait, certains repreneurs ont de la liquidité, ont des PGE, est-ce qu'ils peuvent les utiliser pour ça? Effectivement, on ne peut pas, le chef d'entreprise qui dispose de PGE et qui les a pas utilisés peut les utiliser aujourd'hui. Nous, on n'a pas à contrôler, en tout cas, l'utilisation de cette trésorerie-là. C'est vrai que si ces PGE sont utilisés pour faire du rachat d'entreprise, la durée va pas être tout à fait peut-être adaptée, puisque l'amortissement va se faire sur 5 ans maximum. Enfin, en tout cas, on parle avec la vérité d'aujourd'hui parce que les choses évoluent au fil des semaines. En tout cas, à la connaissance d'aujourd'hui, un PGE, même si je l'amortis sur 5 ans, ben, ça veut dire que j'aurais racheté une entreprise avec des fonds que je vais rembourser sur 5 ans, alors qu'on sait que la durée plus classique, c'est 7 ans. Parfois même dans le secteur d'activité, c'est vrai qu'on pousse jusqu'à 10 ou 12, hein, ça arrive. Donc, du coup, c'est vrai qu'on peut se retrouver avec des durées d'amortissement de PGE qui vont pas être complètement phasées avec une durée de remboursement conventionnel de rachat de fonds ou de titres de société. Donc ça peut être un premier point. Et puis c'est vrai que du coup, dans ces projets de rachat d'entreprise en difficulté, on va avoir dans la construction du plan de financement évidemment une exigence d'apport qui va être un peu plus élevée parce que on sait que on va avoir des petites surprises ici ou là, donc on peut pas se permettre d'être sur un plan de financement un peu ric-rac en termes d'apport. On va quand même s'assurer qu'une fois le plan de financement bouclé, il nous reste en tout cas du côté de l'apport possible une petite marge de manœuvre de façon à ce que si mauvaise petite surprise il y avait, on ne soit pas tendu dès les premiers mois de reprise. Alors, j'en profite puisque je vois qu'il y a des questions qui sont posées par les internautes, notamment sur, et comme ça vous permettra de terminer déjà là sur les messages que vous êtes en train de faire passer. L'apport du… Alors là, on n'est plus dans l'entreprise en difficulté, mais aujourd'hui, compte tenu du manque de visibilité, est-ce que l'apport du repreneur, qui était généralement, en effet, comme dit l'internaute, autour de 25-30%, est-ce qu'il est revu à la hausse aujourd'hui, cet apport par les prêteurs Marc. Est-ce que l'effet de levier, comme on dit, c'est-à-dire le rapport entre les fonds propres et le financement bancaire, la dette bancaire, est-ce que cet effet de levier n'est pas un petit peu aujourd'hui en diminution par rapport à ce qu'il a été jusqu'en 2019? Alors, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas changé nos façons de faire, j'ai envie de dire, mais on n'a pas d'exigence précise et de minimum à respecter. En fait, le minimum, j'ai envie de dire, c'est toujours le montant des frais, ça c'est sûr, et on est plutôt sur 10-15% d'apport, parce que quand on parle d'un apport global de 20-25, est-ce qu'on met les frais, est-ce qu'on les met pas? Donc, moi, je préfère parler de dire on apporte bien les frais. Et après, sur le prix nu de l'acquisition, on va être plutôt sur des sujets de 10-15, mais là aussi, par rapport à la structure globale de l'entreprise, par rapport à son antériorité, par rapport à son ancienneté aussi, on n'est pas sur un dogme précis de pourcentage d'apport. On peut avoir… on est plus dans des fourchettes et qui vont être aussi liées évidemment au secteur d'activité. Donc on n'est pas évidemment, on a eu fait, parce que ça s'est déjà fait dans le passé, quelquefois des transactions avec des apports très très faibles qui étaient parfois limités aux frais. Je pense que cette pratique, en tout cas, elle relève maintenant du passé parce qu'un minimum d'apport va être exigé, alors qu'on a eu fait des transactions quelquefois avec des apports vraiment très très étroits. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, notre devoir de conseil, c'est d'être
tout à fait transparent, de dire on a des incertitudes encore plus que jamais sur la façon dont vont se dérouler les mois et les semaines qui viennent et encore plus les années. Donc on peut pas partir avec des niveaux d'apport trop faibles qui pourraient remettre en question en tout cas les transactions beaucoup trop vite en tout cas, parce que c'est vrai que souvent quand les apports sont beaucoup trop faibles, très vite, au bout de 6-12 mois, le porteur de projet revient en disant mais finalement c'est trop court, il faut déjà réaménager les dettes, etc. Aujourd'hui, je crois que il faut éviter le plus possible ces situations et l'exigence d'apport, c'est pas pour diminuer le risque bancaire, c'est pas ça le sujet, c'est vraiment une question de pérennité de l'entreprise et de la reprise du coup de l'entreprise. Alors, Florence, je me tourne vers Florence Estienne, parce que c'est vrai que ça, c'est un point, c'est un des points clés aujourd'hui. Hein. Il va y avoir de plus en plus de repreneurs pour qui l'apport perso ne suffira plus, hein, sauf à tomber sur des cibles très petites, mais qui peut-être ne leur conviendront plus. Est-ce que là, la bonne idée, c'est pas d'engager avec le repreneur une réflexion sur peut-être la possibilité aujourd'hui d'ouvrir son capital, hein. On disait tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de liquidités. Les fonds d'investissement de proximité, et il faut qu'ils servent à quelque chose aujourd'hui, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est pas, et là la question se pose pour Florence peut-être et puis Thomas, hein, est-ce qu'aujourd'hui la bonne idée, c'est pas d'aller pour des managers de bon calibre qui continuent de cibler des affaires d'une certaine taille, c'est pas de se dire finalement, hein, plutôt que d'y aller tout seul avec 100% du capital, je me mets tout de suite en mode recherche d'un partenaire financier minoritaire qui va détendre le montage. Est-ce que c'est pas le moment ou jamais d'aller frapper à la porte de ces fonds de proximité, Florence et Thomas? Alors, moi, je pense qu'effectivement, et je l'ai dit en début d'intervention, on a tout un tas de fonds d'investissement qui ont passé une première partie du confinement à aller éteindre les incendies sur leur position et sur les lignes qu'ils avaient déjà en portefeuille et qui se sont retrouvées prises de court par cette crise sanitaire. Donc, ils ont fait un énorme travail et ils étaient effectivement peut-être peu disponibles pour aller chasser de nouveaux dossiers à cette époque-là. Et puis maintenant, ils se retrouvent à l'inverse avec certaines opérations qui se sont naturellement débouclées, un certain nombre de sommes d'argent à leur disposition et ils sont en position assez liquide pour pouvoir se positionner, pour pouvoir aller sur des dossiers. Attention, quand on écoute ce genre de conférence, il faut aussi préciser que les fonds d'investissement locaux ont des tickets d'entrée minimum qui ne permettent pas de venir consolider un dossier de reprise en de 100 000 euros. On a quand même des intervenants sur le secteur qui ont des tickets d'investissement minimum qui sont importants et il ne faut pas se tromper de cible quant à la typologie d'entreprises qui peuvent bénéficier de l'accompagnement de ces fonds d'investissement. Mais pour la plupart des entreprises qui ont un niveau de valorisation inférieur à 2 millions d'euros pour une valorisation globale, je trouve qu'on arrive rarement à trouver des fonds d'investissement qui sont OK pour se positionner sur des prises de position minoritaires et sur ces niveaux de valorisation-là. En ce qui concerne la confortation des fonds et de l'apport potentiel du repreneur, il est bien de dire que le repreneur peut s'appuyer aujourd'hui sur un mécanisme nouveau qui est l'augmentation du don d'argent exceptionnel de 100 000 euros qui a été prévu par l'État jusqu'au mois de juin 2021 et qui permet à un ascendant ou à un oncle ou une tante de pouvoir donner 100 000 euros à un enfant
du moment qu'il l'investit, soit à titre patrimonial pour sa résidence principale, mais ça ne nous occupe pas aujourd'hui, soit dans de la rénovation énergétique qui ne nous occupe pas non plus, soit en investissement au capital de PME, que ce soit pour une création, pour une reprise, pour une augmentation de capital. Il faut penser à cette love money-là pour pouvoir… C'est du love money, en effet, oui. La confortation d'un plan de financement. Ça peut être aussi une occasion de poser une réflexion sur une transmission familiale. Ça nécessite par contre que ce soit de l'argent liquide, ça ne marche pas sur une donation de titres. Mais ça va permettre de faire des augmentations de capital qui pourront éventuellement augmenter et conforter les fonds propres des entreprises ou les plans de financement de reprise. Un autre point qui a été prévu par le législateur pour pouvoir essayer de conforter ces fonds propres d'entreprise, c'est l'augmentation du taux de la réduction d'impôt Madelin, qui est passé à 25% jusqu'au 31 décembre 2020 et qui permet d'avoir une réduction d'impôt de 25% dans la limite de 100 000 euros d'augmentation de capital ou d'investissement pour un couple sur le capital d'une PME. Enfin, il ne faut pas oublier les prêts d'honneur qui permettent aussi d'aller consolider les plans de financement et d'apporter un petit peu plus de fonds propres ou quasi propres, ainsi que les plateformes de crowdfunding, de façon à aller essayer de trouver un peu d'autres solutions de financement que la simple solution de financement du dossier bancaire qui, et c'est normal dans ces temps-là, se tend un peu en termes de process de décision. Merci Florence. Je sais qu'il nous reste, c'est passé à la lumière à la vitesse de la lumière, tout ça. Il nous reste peu de temps. Je ne sais pas si on pourra dépasser les 13 heures. Là, je parle sous le contrôle de nos amis de l'UPV qui ont la main. Alors, quelques messages pour terminer. Thomas et Patrick Levillain. Sur un peu ce que vous voulez. Peut-être, on n'en a pas dit beaucoup de choses. Peut-être sur les nouveaux points de vigilance s'agissant de l'analyse des cibles, ou bien, puisqu'on était sur le financement, qu'est-ce qu'il faut penser? Difficulté pour le repreneur parfois de mobiliser l'argent. Qu'est-ce qu'il faut penser, par exemple, du crédit vendeur? Ça peut être une façon, aujourd'hui, peut-être, ça peut être la soudure pour boucler son plan de financement. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick et Thomas? Ou faire réinvestir le cédant dans la holding de reprise, dans la NewCo? Je voudrais rebondir sur une question qui a été posée, qui est par mon ami Philippe Duchâtel, que je salue, qui est un industriel qui n'est pas de la région d'ailleurs, puisqu'il est autour de Dijon. Vous voyez, donc il y a des gens loin qui nous regardent. On animait un webinaire hier à Dijon. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres modes de financement. Il y a le crowdfunding qui existe. Moi, je connais des affaires qui se sont faites en dehors des banquiers. Les banquiers n'ont pas voulu financer. On a trouvé d'autres formes de financement. Il y a le crowdfunding. Il y a BPI qui, quand même, est assez ouverte à des financements en rapport au capital, soit en prêt. Et puis aussi le dirigeant, tu parlais du crédit vendeur. Bon, aujourd'hui, je pense que dans tout achat, maintenant, il y a ce qu'on appelle le complément de prix. Il est certain qu'on n'achète plus cash une entreprise, on achète avec un complément de prix sur 2-3 ans, qui correspond d'ailleurs à la garantie passive, donc l'un joue avec l'autre. Et ça, je pense que les vendeurs doivent comprendre que le monde a changé et qu'aujourd'hui, on ne vend plus cash une entreprise, sauf une très, très belle affaire. Mais dans la plupart des cas, il y a souvent ce crédit vendeur qui existe. Aux États-Unis, c'est courant. En France, on ne jouait pas beaucoup. Et puis, moi, je voudrais être un peu plus optimiste parce que là, j'ai beaucoup entendu de dépôts de bilan, tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde nouveau. Notre métier à nous, d'ailleurs, moi, je dis toujours, on est des marieurs d'entreprise. Moi, je n'ai jamais cherché le mandat de vente ou le mandat d'achat, mais j'ai essayé d'associer des entreprises entre elles et leur dire, vous êtes à côté, vous avez les mêmes métiers, associez-vous plutôt que de vous faire la guerre. Et j'ai 2-3 exemples de très belles entreprises qui ont marché comme ça et qui ont finalement été un bon succès. Donc, je pense qu'il faut changer un peu nos critères de travail. Comme tout le monde, les petits commerçants doivent changer leur mode de travail. Ben, nous aussi, on doit changer. Et il y a d'autres façons de vendre des entreprises aujourd'hui que d'avoir le mandat vendeur et le mandat acheteur. Alors,
Thomas, peut-être un dernier commentaire sur, en effet, un point d'actualité. Patrick a fait référence à ce fameux complément de prix, earn-out. Aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que quand on est repreneur, il faut, pour tenir compte des incertitudes, de l'exercice en cours, etc., est-ce qu'il faut partir tout de suite sur « je propose un prix fixe » et un prix complémentaire ou un variable qui sera conditionné par l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs. Est-ce que c'est aujourd'hui la bonne façon, quand on est acquéreur, de sécuriser autant que faire se peut les choses? Je pense que c'est quelque chose vers lequel il va falloir qu'on s'oriente assez fortement de toute façon, puisque finalement, cette clause d'earn-out, là, c'est une clause qui permet de faire un partenariat gagnant-gagnant entre un acheteur et un vendeur. Compte tenu du contexte économique un petit peu incertain, le fait qu'il puisse y avoir un complément de prix ou pas, finalement, peut rassurer un petit peu l'acheteur par rapport à une reprise qui ne serait pas aussi extraordinaire qu'il le prévoyait. Du point de vue de l'acheteur également, une clause d'earn-out, ça permet aussi de se rassurer sur l'accompagnement qui est souvent prévu dans le cadre d'une session d'entreprise et s'assurer de la qualité de l'accompagnement. Parce que quand on accompagne des cédants, on se rend compte que la réussite d'une reprise d'entreprise repose beaucoup sur la volonté du cédant à accompagner et à vanter les mérites du repreneur. Donc, je pense qu'effectivement, on va s'orienter assez obligatoirement, en tout cas, vers ce type de clause de manière de plus en plus importante. Petite chose sur le crédit vendeur. Le crédit vendeur, c'est quelque chose de beaucoup plus risqué. En tout cas, moi, quand je conseille mes clients, si du moins je suis dans la partie qui conseille le cédant, je vais plutôt avoir tendance à déconseiller quand même cette chose-là, puisque en matière de garantie, on est quand même très léger. Par contre, c'est vrai que d'un point de vue fiscal, il y a beaucoup de souplesses qui ont été créées par les lois de finances passées, qui ont permis d'étaler l'imposition en cas de paiement du prix par crédit vendeur, tant en cas de rachat de fonds qu'en cas de rachat de parts sociales. Donc, c'est peut-être aussi, face à des gens qui sont vraiment vendeurs, une dernière possibilité pour être payé du prix en temps de crise. Petit point d'actualité également, moi, une de mes craintes, alors attention, ça ne m'empêche pas de dormir aujourd'hui, mais une de mes craintes, c'est la lecture des bilans 2020. Les bilans 2020 risquent d'être assez difficiles à interpréter pour deux raisons. On en a déjà beaucoup parlé, c'est le PGE et l'impact sur la trésorerie que ça peut avoir. Mais dans beaucoup de cas, le PGE va augmenter les ratios d'endettement de manière mécanique. Donc, il faudra davantage raisonner sur des ratios d'endettement net que sur des ratios d'endettement tout court. Et même en cas d'endettement net, il faudra faire attention à une chose. Une diminution d'activité comme celle qu'on risque d'avoir en fin d'année 2020 peut avoir tendance à diminuer le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement qui diminue, ça fait une augmentation de la trésorerie et on a l'impression que le PGE n'a pas été dépensé alors qu'il l'a été. Donc, il faudra faire attention à l'analyse du PGE. Et je sais que les experts comptables, mes confrères, sont à l'affût des textes qui sortent chaque jour. Et dans le projet de loi de finances 2021, on a un texte assez intéressant qui permettrait de faire des réévaluations d'actifs immobilisés avec des impacts fiscaux extrêmement atténués. Et je pense que si le bilan 2020, en l'état actuel des choses, n'est pas fantastique, je pense que l'expert comptable du cédant va avoir tendance à vouloir rendre la mariée un petit peu plus belle qu'elle ne l'est. Et donc, il faudra faire attention à toutes ces réévaluations bilancielles qui peuvent enjoliver un petit peu les choses. Et donc, vraiment, une attention très particulière devrait être accordée aux lectures de bilan 2020. Un dernier mot là du côté des avocats, parce qu'en effet, tous ces mécanismes, tous ces montages, je parlais du réinvestissement également du cédant aux côtés du repreneur dans la holding de reprise, quelque part pour que la bouchée soit moins grosse pour le repreneur. On a vu que ça pouvait avoir toute son importance, mais c'est aussi une façon pour le cédant qui pense que son entreprise va rebondir dans 1 an, dans 2 ans, c'est peut-être aussi une façon de participer à ce rebond. Voilà des
voilà des nouveaux montages, Sarah Drey et Philippe Marin, qui aussi ont besoin d'être sécurisés. Je pense au crédit vendeur, je pense à ce fameux complément de prix, et que ça ne se transforme pas en machine à contentieux. Le crédit vendeur, lui, a besoin d'être sécurisé par des garanties, donc on va souvent l'associer à une prise de nantissement quand il s'agit de titres, même une garantie par le blocage d'une somme en banque, ou carrément le fait de solliciter un établissement bancaire pour qu'il garantisse, puisque c'est un emprunt finalement, ce crédit vendeur, donc il faut y prévoir des garanties. Sur l'accompagnement du repreneur, on voit souvent des conventions de prestation de services, des conventions d'assistance, des conventions de tutorat qui permettent aux cédants de demeurer dans l'entreprise le temps de la transition et d'en tirer aussi une rémunération complémentaire qui ne sera pas fiscalisée de la même manière que la plus-value de cession. Donc, ça peut être un point intéressant pour compléter la cession. Oui, Philippe. Je voudrais profiter de cette dernière prise de parole, je pense, vu l'heure, pour revenir simplement sur la partie financement et l'intérêt qu'apporte le réseau Entreprendre donc dans cet accompagnement, puisque il permet d'obtenir pour les repreneurs, dans le cadre d'opérations de reprise, des prêts d'honneur qui sont donnés à titre personnel aux dirigeants, donc qui peut abonder sur les fonds propres, sans caution ni garantie, à un taux de 0% et jusqu'à 50 000 €, ce qui donne un effet de levier important. Voilà, j'ai pas voulu interrompre tout à l'heure, mais quand on parlait des différents financements, celui-là me paraît très, très important. Bien sûr, et d'ailleurs, le lauréat Julien Lenire en a profité, puisqu'il a eu en effet le plafond. Il a bénéficié des 50 000 €, et c'est ce qui clairement lui a permis de boucler son montage de reprise. Voilà, on pourrait évidemment, on serait tenté d'y passer encore de longues minutes, parce que c'est passionnant de vous écouter tous les uns les autres. Je voudrais vous remercier. J'espère que tous les messages, tous les conseils que vous avez pu donner ont montré à nos futurs cédants, à nos repreneurs, qu'il était en fait aujourd'hui absolument indispensable d'être accompagné, conseillé. L'accompagnement, on l'a vu, c'est celui des réseaux d'accompagnement. Il n'était malheureusement pas physiquement présent pour témoigner, mais moi je sais qu'il joue un rôle très important pendant tous ces mois de questionnement, pendant lesquels le repreneur va douter, il va douter de son dossier, il va douter de plein de choses. Ces réseaux sont très importants à ce moment-là, psychologiquement, plus que techniquement, psychologiquement, pour être aux côtés des cédants et des repreneurs. Et puis voilà, aujourd'hui, j'espère que les cédants auront compris que ils ne peuvent pas réussir seuls, au motif qu'ils connaissent peut-être le mieux leur entreprise, mais ils ne sont jamais les mieux placés pour vendre eux-mêmes leur entreprise, parce qu'il y a beaucoup de pièges, il y a cette relation avec le repreneur, etc. Et donc, voilà, il est essentiel d'être bien conseillé. Les erreurs, les pièges peuvent coûter très cher aux cédants comme aux repreneurs. Donc, pour ceux qui souhaitent, parce que j'ai vu qu'il y avait des demandes dans ce sens, pour ceux qui souhaitent obtenir les coordonnées, je voyais qu'en effet, il y avait des internautes qui souhaitaient avoir les coordonnées précises de certains de nos intervenants. Sachez que, puisque nous avons vos emails et que tout le monde normalement s'est inscrit pour participer à la réunion, nous vous ferons passer le fichier avec les coordonnées précises de tous les intervenants de ce matin, pour que les uns et les autres, vous puissiez vous tourner vers eux pour approfondir votre projet ou votre réflexion. Voilà. J'en profiterai même, petit cadeau en ces temps de Covid, j'en profiterai même pour joindre le fichier électronique de notre dernier numéro,
magazine de reprendre et transmettre que nous avions consacré justement à la façon dont la Covid-19 allait impacter cet écosystème de la transmission reprise avec des témoignages passionnants d'experts qui ont connu d'autres grandes crises et qui reviennent et qui donnent des conseils sur la façon de vivre au mieux cette période chahutée. Donc voilà, possibilité également de poursuivre et d'approfondir votre réflexion à la lecture de ce numéro spécial qui était un numéro à l'époque, il a quelques mois maintenant, qui était un numéro spécial déconfinement. Voilà, un grand merci à toutes et à tous. Je voudrais, on ne les aperçoit pas, mais je voudrais vraiment remercier toute l'équipe de l'UPV, Philippe Lemaire qui nous a fait l'amitié d'accueillir à nouveau nos rencontres de France de la transmission d'entreprise. Je voudrais remercier Stéphanie Broguet qui est aux manettes, qui a été la cheville ouvrière de notre réunion avec Patrick Levillain que je remercie encore. Voilà, c'est un travail d'équipe qui nous a permis, je l'espère, de faire passer quelques messages utiles aux uns aux autres. Un grand merci aussi à Claire Sary qui au pied levé, s'est libérée pour elle aussi nous éclairer sur la lecture des dossiers par une grande banque, le Crédit Agricole aujourd'hui. Voilà, je crois que je vous donne rendez-vous, je l'espère, en chair et en os dans l'année prochaine, en 2021. J'espère que eh bien, ce virus se sera durablement éloigné. Merci à toutes et à tous et bon vent